Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le Sénat a fini l'année par une note positive avec l'adoption du projet de loi créant les métropoles. Le vote de ce texte vient clore une année chaotique pour les sénateurs. Le ministre Alain Vidalies salue néanmoins le travail considérable du Parlement avec une quinzaine de projets et propositions de loi votés depuis septembre. En 2014, on votera pour les municipales en mars et les européennes en mai. Il ne vous reste plus que 12 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Le mouvement des jeunes socialistes lance une campagne de sensibilisation. On en parle avec sa nouvelle présidente, Laura Slimani. C'est l'invité du 24 heures Sénat. La défense au programme du sommet européen qui s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Les divergences sont fortes entre les dirigeants en raison des réticences britanniques et de la faiblesse des budgets militaires de nombreux pays. Analyse à suivre dans ce journal. Le Sénat termine l'année par une note positive. Après un début de semaine marqué par le rejet de 3 textes, c'est le soulagement après l'adoption définitive du projet de loi de décentralisation. Il crée les métropoles, dont celle du Grand Paris. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Marie Brémaud. Après plusieurs allers-retours et une commission mixte paritaire entre les deux assemblées, le Sénat a finalement voté le projet de loi métropole avec 162 voix pour. La principale mesure, la création de 3 grandes métropoles, Lyon, Marseille et Paris, afin de renforcer les prérogatives des grandes communautés urbaines. Le Grand Paris revient de loin puisque les sénateurs l'avaient rejeté en première lecture. En plus de ces 3 entités territoriales, 11 métropoles de droit commun, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen, Montpellier et Brest vont voir le jour. Des structures fortes pour les partisans du texte, un échelon supplémentaire dans le millefeuille territorial pour ses détracteurs. Toujours est-il que ces métropoles exerceront les compétences de la commune en matière de transport, logement, aménagement urbain, développement économique, social et culturel. Si en commission mixte paritaire, les sénateurs ont accepté un compromis, il y avait une condition non négociable, la suppression du Haut Conseil des territoires, vu comme une structure concurrente du Sénat. En avril, le deuxième volet du projet de loi sur la décentralisation devrait être examiné par le Parlement. Et avant de lever la séance pour l'année 2013, Charles Guené, le vice-président du Sénat, a tenu à dresser un bilan chiffré de la session. On l'écoute. Au cours de l'année 2013, nous avons siégé 149 jours, ce qui constitue le record absolu de la Ve République. Et nous avons siégé également 1102 heures de séance, et ce qui n'est pas le record, mais nous arrivons juste derrière l'année 2010 où nous avons siégé 1144 heures. Les sénateurs reprendront le chemin de l'hémicycle mardi 7 janvier et parmi les temps forts à venir de l'année prochaine, le Parlement sera saisi d'un texte de loi sur la fin de vie, probablement avant la fin de 2014, annonce ce matin du ministre Alain Vidalies. Et on reste au Sénat avec la mission d'information sur le sport professionnel. Les sénateurs ont visité hier les installations du club de basket de Nanterre dans les Hauts-de-Seine avant de se rendre au Parc des Princes pour un match du PSG. Mounir Soussi. Soir de match au Parc des Princes, ces sénateurs ne sont pas venus en simples spectateurs. Le club veut rénover son stade vieux de 40 ans, investissement prévu 75 millions d'euros. Et aujourd'hui, le PSG n'a plus besoin de la mairie. C'est un modèle où c'est le club qui prend le risque, c'est le club qui investit sur l'outil de travail et ce n'est pas la collectivité comme c'est le cas dans d'autres villes qu'on a connues. Ce qui était important du côté du club, c'est d'être moteur, d'être l'utilisateur unique principal et d'être finalement le seul exploitant en direct du parc. Un luxe que peu d'équipes peuvent s'offrir. À quelques kilomètres du Parc des Princes, à Nanterre, chez le Petit Poucet devenu champion de France de basketball, les dirigeants appliquent une autre recette. Les bons résultats ont mis sur les rails un projet d'agrandissement de la salle, mais ici, la mairie s'implique fortement dans ce chantier estimé à 5 millions d'euros. Les élus de la ville ont très bien saisi l'importance qu'il y avait de valoriser un projet comme le nôtre. On est vraiment dans le gagnant-gagnant, on est dans le partage et ça valorise l'image de la ville. Une illustration de cet état d'esprit, les équipes de jeunes jouent et s'entraînent dans la salle des professionnels, un partage des équipements au cœur de la philosophie du club.
Il ne vous reste plus que 12 jours pour vous inscrire sur les listes électorales si vous souhaitez voter en 2014 aux municipales et aux européennes. Et il n'y a rien de plus simple. Voyez ce reportage de Cécile Sixou, tourné cet après-midi à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Vous avez une façon de couper l'adresse. Normalement, Jacques Roger vote dans Lyon où il a une résidence secondaire. Mais motivé par le scrutin des municipales à Paris, cet après-midi, il est venu s'inscrire sur les listes du 13e arrondissement. J'appréhendais qu'il y ait la queue. Oui. Des heures d'attente. Je suis arrivé, on m'attendait. Fini les queues interminables à l'approche du 31 décembre, car désormais dans ce bureau, on peut aussi s'inscrire par correspondance et sur Internet. 260 inscriptions par Internet. Oui. Il y a encore beaucoup de dossiers incomplets. En ce moment, sur les 180 demandes quotidiennes, 100 se font sur la toile. Si pour les administrés, les démarches sont plus simples, elles le sont moins en revanche pour les 7 employés de ce bureau. Les documents que nous sont envoyés par Internet sont incomplets, voire illisibles. Donc il faut envoyer des mails aux administrés, enfin aux demandeurs, ou les appeler par téléphone. Carte d'identité, justificatif de domicile et formulaire d'inscription, ces 3 pièces sont nécessaires. Il faut également être majeur et ressortissant de l'Union pour voter aux municipales et aux européennes, des élections moins populaires que les présidentielles. À l'instar de ce qui s'est passé pour les dernières présidentielles, moi j'ai le sentiment pour l'instant qu'on a une baisse du nombre des inscriptions. Sans doute lié au climat général et au désintéressement d'un certain nombre d'administrés de la politique. En tout cas, si vous voulez faire entendre votre voix, il ne vous reste que quelques jours. Et on accueille notre invitée ce soir sur ce plateau, Laura Slimani. Vous êtes présidente des Jeunes Socialistes. Merci d'être avec nous. Alors, votre mouvement lance une campagne de sensibilisation. C'est difficile de convaincre les moins de 30 ans d'aller voter ? Non, c'est pas difficile, mais il faut aller les voir. C'est pas forcément une démarche qui se fait naturellement. Pourtant, elle est très simple. Votre reportage vient de le montrer. Donc nous, depuis 15 jours maintenant, nous allons devant en porte-à-porte dans les cités universitaires, mais aussi dans les quartiers populaires avec cette campagne, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près 1 million de jeunes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils vont être inscrits dans une ville dans laquelle ils n'iront pas voter, chez leurs parents, une ville où ils ont travaillé au début de leur vie active. Et les jeunes aujourd'hui sont inscrits bien moins que le reste de la population. 15% à peu près des jeunes c'est ce que vous dites, n'iront pas voter voilà. Sur 8 millions de jeunes concernés. Alors d'où elle vient cette abstention ou ce manque d'intérêt pour la politique ? C'est pas de l'abstention parce que du coup les votes ne sont même pas comptabilisés. Mais c'est simplement le fait que, alors parfois il y a des petites erreurs administratives qui font que l'automaticité ne se fait pas bien, mais il y a aussi le fait que les jeunes sont très souvent en mobilité au début de leurs études et puis ils vont bouger, aller faire un master autre part, une licence autre part, et puis aussi pour le début de leur vie active. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui restent inscrits chez papa maman ou chez papa d'ailleurs assez longtemps parce que bien ils ont un petit attachement. Mais nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que les jeunes ils ont intérêt à voter dans les villes dans lesquelles ils vivent parce que ce sont les jeunes qui sont les premiers bénéficiaires des politiques de gauche en matière de services publics, de transport en commun, de régie publique de l'eau, de lutte contre les discriminations. Et aussi 2014 c'est les élections européennes et aujourd'hui s'il y a bien une catégorie de la population qui a besoin que la gauche soit au pouvoir à l'échelle européenne, c'est les jeunes les premiers à subir l'austérité et le chômage. Vous mettez également, vous pointez ce fait que les primo-votants n'ont pas connu le 21 avril 2002. Alors qu'est-ce que vous leur dites ? Nous allons les voir. Il faut savoir que les jeunes votent quand même majoritairement à gauche. Et donc nous, on incite les jeunes à aller voter aussi parce qu'ils peuvent faire la différence sur des votes un petit peu serrés. Et oui, effectivement, ma génération n'a pas connu le 21 avril ou très peu. Et donc nous rappelons ce qu'est le Front National, un parti anti-laïcité, un parti anti-pouvoir d'achat avec la sortie de l'euro, un parti anti-féministe avec le déremboursement de l'IVG. Donc nous montrons le vrai visage du Front National pour que les jeunes votent en conscience et surtout votent pour des politiques qui peuvent réellement changer leur vie, comme c'est le cas dans beaucoup de villes en France depuis 2008. Pourtant, le vote frontiste séduit de plus en plus de jeunes. Il a séduit plus de jeunes qu'avant en 2012. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. C'est pour ça qu'on va sur le terrain, nous, depuis un certain temps, qu'on a effectué un gros travail sur le Front National pour aller expliquer aux jeunes en quoi le vote Front National n'est pas bon pour eux. Par exemple, un jeune qui doit faire 30 km tous les matins pour aller au travail, je pense qu'il ne sera pas heureux de savoir que le Front National est pour la sortie de l'euro et donc le doublement quasi immédiat du prix de l'essence.
Est-ce que vous avez l'impression que votre campagne de sensibilisation porte déjà ses fruits? Est-ce que on a vu dans ce reportage, dans le 13e arrondissement, ce directeur général des services qui s'inquiétait bien de voir une baisse du nombre d'électeurs inscrits? Alors, nous, notre rôle de militant, c'est effectivement de faire en sorte que cette campagne, elle porte ses fruits. Moi, je vous le dis, quand on va devant les facultés ou quand on va en porte-à-porte, on rencontre toujours des personnes qui se disent « Ah bah oui, effectivement, je suis pas inscrit et donc je vais le faire ». Donc cette utilité-là, elle est réelle. Donc on le fait. Moi, je suis certaine que ça a un impact. Et en tout cas, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un premier tour pour les municipales et les européennes qui arrivent très vite. Alors aujourd'hui, pour voter en 2014, il faut s'inscrire avant le 31 décembre 2013. Est-ce qu'il faudrait modifier cette date butoir et aller plus loin? Je pense que tant que cette date butoir est suffisamment communiquée, elle peut rester la même. Simplement, moi, je note que Nicolas Sarkozy et la droite, lorsqu'ils étaient au pouvoir, avaient totalement arrêté de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Le gouvernement actuel a repris cette habitude et je pense que c'est important que les pouvoirs publics, que les mairies, mais aussi que l'État, le ministère de l'Intérieur, fassent des campagnes régulières d'inscription sur les listes électorales. Merci beaucoup, Laura Slimani, d'avoir été notre invitée ce soir. Les artisans à Matignon, ceux qui se disent sacrifiés, ont déposé symboliquement 700 000 signatures de leur pétition. Ils protestent contre l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014. C'est le cas de ce boucher parisien rencontré par Cécile Sixou. Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu ? Sa boucherie du 18e arrondissement, Philippe Bourdin y passe plus de 70 heures par semaine. Submergé par le travail, depuis quelques années, il se sent aussi submergé par les taxes. On se sent quand même étranglé par toutes les charges qu'on a. On est quand même inquiet pour l'avenir parce que plus ça va, plus on prend des charges. À un moment, c'est notre marge qui baisse. À un moment, il va y avoir des problèmes, quoi. Comme plus de 500 000 autres artisans, il a signé la pétition des sacrifiés, une manière de ne plus être isolé et d'être entendu face à l'avalanche de prélèvements fiscaux. On a l'impression que tout ce qui est artisanat et commerce, c'est toujours sur nous que ça retombe. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire grève. Nous, on est au boulot, on est les fourmis de l'État. On travaille, on n'a pas le temps d'aller dans la rue. La prime d'apprentissage au-delà de la première année du contrat et un crédit d'impôt, deux revendications que les représentants des artisans ont défendues devant le président de la République. Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National, a été condamné à 5 000 € d'amende pour ses propos sur les Roms qui, avait-il dit, comme les oiseaux, je cite, voleraient naturellement. La plainte pour provocation à la haine raciale que le MRAP avait déposée contre le ministre de l'Intérieur Manuel Valls après ses propos controversés sur les Roms a été en revanche classée sans suite. La défense est-elle le maillon faible de l'Europe? La solitude de la France engagée militairement au Mali et en Centrafrique relance le débat. L'Union européenne apportera en effet seul un soutien matériel et logistique. Jérôme Rabier. Mali, Centrafrique, la France est active sur le terrain militaire cette année. Mais ces déploiements ont un coût important, 650 millions d'euros rien que pour l'opération Serval au Mali. François Hollande souhaite que les frais soient partagés au niveau européen avec la création d'un fonds permanent pour les opérations extérieures menées au nom de l'intérêt de l'Europe. Les chefs d'État des 28 pays en discutent pour la première fois depuis 5 ans. Objectif, aboutir à une véritable Europe de la défense. L'Europe de la défense, la France a toujours voulu qu'elle puisse connaître des progrès. Elle a pris des initiatives et aujourd'hui, nous pouvons avoir un certain nombre de résultats, notamment sur l'industrie de défense qui doit davantage coopérer. Une Europe de la défense loin d'être acquise puisque de nombreux pays s'y opposent. David Cameron rappelle que l'OTAN existe et refuse ce qu'il considère comme une perte de souveraineté nationale. En France, la mesure fait pourtant consensus. C'est bien de dire vous nous soutenez, nous avons raison et tout. C'est mieux de nous aider, soit en envoyant des contingents, soit en participant financièrement au coup. Et les plus fervents défenseurs d'une Europe intégrée, où les décisions seraient prises à l'échelle du continent, rêvent d'aller plus loin. Il faut à terme, et le plus vite possible, c'est ce que je souhaite, l'Europe soit capable de définir des positions communes en matière de défense et en matière de politique extérieure, avec derrière une intervention qui soit une intervention vraiment européenne. En attendant une véritable Europe de la défense qui ne verra pas le jour avant des années, les 28 devraient acter un renforcement de la coopération en matière militaire. Des programmes communs concernant les drones ou la cyberdéfense pourraient être lancés. Un premier pas vers une Europe intégrée. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat, consacré ce soir à cette Europe de la défense. Mais avant d'en parler, Nora Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Nora.
Alors on vient de le voir, alors que l'Union européenne tarde à trouver un accord sur les questions de défense, un accord a été trouvé en matière d'union bancaire. Alors c'est une grande nouvelle, puisque les ministres des Finances se sont mis d'accord. On l'attendait depuis longtemps. Depuis longtemps, effectivement. Après 2 ans d'âpres négociations, les ministres européens des Finances se sont réunis mercredi soir pour une dernière salve et ils ont réussi à arracher donc cet accord censé éviter aux États de venir en aide à leurs banques et plomber ainsi leur dette publique. Donc petit retour en arrière, en 2008, faillite de la banque Lehman Brothers, crise des subprimes. Cela entraîne dans son sillage plusieurs banques européennes et les États viennent donc au secours de leur établissement bancaire. Ça leur coûte bien sûr énormément d'argent. On parle de 500 milliards d'euros, quasi la moitié du budget européen. Et la nécessité en fait de mettre en place un mécanisme qui permette aux banques de se sauver elles-mêmes, si je puis dire, est devenue extrêmement urgent. Donc en quoi ça consiste? En gros, il faut reprendre les mots de Michel Barnier, c'est les banques devront payer pour les banques. Michel Barnier qui est donc le commissaire européen en charge du dossier, et ces établissements bancaires devront désormais abonder un fonds commun destiné à financer en fait des faillites éventuelles, et une autorité en fait de résolution sera chargée de prendre ces décisions de liquidation sous l'autorité des gouvernements nationaux, et cette autorité sera composée en fait de membres qui seront eux-mêmes nommés par les capitales. Mais cet accord ne fait pas consensus, Nora. Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. La presse européenne globalement a salué l'accord en disant que c'était une avancée importante, mais taxe ce compromis de véritable usine à gaz, incompréhensible et difficilement en fait explicable aux citoyens européens. Position en fait partagée par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui pour lui le processus de décision est trop complexe et le mode de financement est inadapté. Et enfin, le Parlement européen s'est effectivement mis sur cette même position via la voix de son président Martin Schulz, pour qui le compromis est carrément jugé inquiétant et très éloigné des ambitions du Parlement européen. Et il faudra s'attendre du coup à de très longues négociations avec le Parlement et la Commission européenne pour arriver à un accord définitif. Mais il faut dire que sur le papier, cet accord en fait est surtout intergouvernemental, et le risque de conflit d'intérêts entre les capitales en fait et les membres de cette haute autorité qui va gérer un petit peu tout ça est important, ce qui est un petit peu la position du Parlement européen. Mais bon, après, le problème, c'est surtout que le fonds sera opérationnel dans 10 ans, une fois que les banques auront abondé. Et le problème de ce dossier, c'est que la négociation cruciale en fait de cette garantie financière publique qui doit normalement prendre en charge les problématiques d'ici à 10 ans, lui, ça a été remis au calendrier grec, c'est-à-dire après juin 2014 et les élections européennes. Merci beaucoup Nora Hamadi. Vous restez avec nous sur ce plateau. On accueille également Pascal Joannin. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Avec nous sur ce plateau également Pierre Verluise. Vous êtes docteur en géopolitique et directeur du site diploweb.com. Merci d'être avec nous. On va parler des enjeux de ce sommet européen consacré à l'Europe de la défense. C'est un objectif politique essentiel. Pourtant, la route est longue, Madame Joannin. La route est longue parce que c'est une union d'États, l'Europe. Et ça n'est pas une grande ensemble qui prend des position si elle n'est pas habilitée à le faire. Or, les questions de défense sont restées de la compétence nationale, et ce qui existe aujourd'hui de défense européenne, c'est une coopération entre des structures armées de différents pays sur des théâtres extérieurs qui sont sous contrôle, commandement de l'OTAN ou de l'ONU ou éventuellement de l'Union européenne. Mais il n'y a pas d'armée européenne. Et il n'y aura pas d'armée européenne. Il ne faut pas faire croire aux citoyens qu'il y aura une armée européenne, parce qu'il n'y a pas de budget qui est consacré à ça. Il y a des pays, il y a une diversité de pays en Europe. Il y a des pays qui font des efforts pour la défense. La France et le Royaume-Uni sont les principaux. Il y a des pays qui sont neutres depuis très longtemps. Il y a des pays qui ne font plus d'efforts et qui pensent en effet que l'OTAN ou la France et le Royaume-Uni, c'est très bien, donc ne dépensent plus pour leur argent, ne dépensent pas d'argent pour leur défense. Donc cette défense européenne, c'est une coordination, une coopération, ou pour le matériel, ou l'industrie, ou pour les hommes sur des théâtres extérieurs. Mais il n'y aura pas, à mon avis, de défense européenne telle qu'on pourrait l'entendre en faisant ces deux jeux de mots, en pensant qu'il y aura des soldats qui aborderont un képi européen et qui seront sous les ordres d'un ministre européen de la Défense, tout simplement parce que les États, je crois, ne veulent pas aller jusque-là. Et vous me parliez de David Cameron tout à l'heure. C'est exactement le... Vous partagez cet avis, on n'aura jamais d'armée
européenne. Ça paraît... On ne dirait ni jamais ni toujours. Ce qui est certain, c'est que le Sénat, cet été même, a publié un rapport où il était écrit que l'Europe de la défense était morte. Donc c'est écrit noir sur blanc, donc l'affaire est entendue. Ce qui est vrai, c'est que les États sont très attachés à leur souveraineté et que la défense, c'est le noyau dur de la souveraineté. Il faut mettre tout ça en perspective. Nous sommes en train de vivre, très probablement, l'effacement de l'Union européenne, sous des angles démographiques, économiques et stratégiques. Et la situation est grave pour la raison suivante. Les industries de défense européennes sont en train de traverser de très grandes difficultés parce que sous l'effet de la crise de 2008, les États, les uns après les autres, et la France n'a pas fait exception, ont rogné dans leurs dépenses de défense. Il n'y a pas véritablement d'industrie de défense européenne et on va se retrouver dans une situation d'ici une quinzaine d'années où il n'y aura probablement plus suffisamment d'industrie de défense européenne. Monsieur Marwan Laoud, qui est à EADS, un responsable important, a publié sur Deep Web un article où il tire la sonnette d'alarme. On est vraiment dans une situation très grave. Si vous ajoutez à ça le vieillissement, le chômage, le fait qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts en matière de recherche et développement, on est en train d'organiser notre effacement. Mais c'est pas quand même une position contradictoire, notamment de la part de la France, qui appelle, François Hollande, à peine arrivé aujourd'hui à Bruxelles, demande que les opérations militaires françaises en Afrique soient soutenues financièrement par l'Europe, alors que la France elle-même est en train de diminuer ses capacités militaires. On l'a vu avec la loi de programmation militaire qui vient d'être adoptée par le Parlement. Oui, alors tout ça c'est vrai, mais la France est un des rares, faut le dire, pays qui peut envoyer des hommes sur un terrain aussi lointain que la Centrafrique, pour prendre l'exemple actuel, ou le Mali hier. Il y a peu de... Voilà. Donc, on est bien content d'avoir la France qui a la possibilité d'agir. Voilà. Et c'est un peu facile pour les autres de se voler la face en disant, etc. Bon. Alors maintenant, les intérêts de l'Europe dans la région, c'est pas les intérêts de la France uniquement, c'est les intérêts de l'Europe. Et si certains pays européens, en effet, commencent à comprendre que, en effet, c'est bien d'avoir les troupes françaises, mais ce n'est pas suffisant, eh bien, qu'ils apportent en effet leur écho. Alors on a vu depuis quelque temps, les Britanniques toujours un peu, les Polonais, jamais très loin non plus en matière de défense, ou d'autres pays commencent à dire on va participer. L'Union européenne a elle-même financé. Alors l'Union européenne, elle n'a pas de programme ou de militaire, mais elle a des moyens financiers conséquents pour apporter une aide. Donc ça commence à ressembler à un embryon de quelque chose d'européen. Mais vous savez, il faut y aller avec la volonté et vous ne pouvez pas mettre une pistolet sur la nuque en disant tu viens avec moi, tu es obligé, etc. Alors maintenant, la Belgique s'apprête à envoyer 150 soldats. La Belgique, quelquefois le Danemark aussi fait des efforts. C'est pas forcément les petits pays qui sont éloignés de l'armée. Bon, et puis il y a les Anglais qui traditionnellement sont jamais loin. On se souvient quand même que dans l'opération libyenne, ils étaient en front line avec les Français. Bon, il y a eu des décisions de la part de David Cameron, autres sur... Pourtant, là, ces déclarations sont quand même sans appel. Il a rappelé sa ferme opposition à une défense européenne. Il reste droit dans ses bottes. C'est David Cameron. Je laisse mais je reviendrai là-dessus. Une tension qu'il faut énoncer, c'est le fait qu'il y a en gros dans l'Union européenne, comme ça a été fort justement dit, deux pays qui ont une armée conséquente, c'est la France et le Royaume-Uni, auxquels on peut ajouter d'autres éléments importants, bien évidemment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne qui aspire aussi, mais dans une autre proportion. Mais un problème essentiel, c'est que 22 des 28 États membres de l'UE sont membres de l'OTAN. Donc il y a eu par le passé une espèce de tension, de contradiction, que Nicolas Sarkozy a voulu lever en 2009 quand il est revenu dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Il se trouve que la crise est arrivée par là-dessus et a contribué à ce que les États rognent dans leur budget de défense. Donc on est arrivé à être revenu dans le commandement militaire intégré de l'OTAN sans toucher pour l'instant les dividendes de ce retour, puisque la crise est venue par là-dessus et que les États n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent là-dessus. Les industries de défense pendant ce temps-là sont en train de traverser de grandes difficultés et moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour la situation d'ici 15 ans. Vous partagez les inquiétudes de Pierre Verluys. On a entendu qu'il parlait d'effacement de l'Union européenne dans plusieurs domaines. Moi, je ne parle pas d'effacement parce que je pense que c'est prématuré. Je rappelle quand même que jusqu'à preuve du contraire, et à l'heure où on se parle, l'Union européenne est une puissance économique et commerciale, la première du monde, largement devant les États-Unis. Alors, ce n'est pas la puissance militaire, c'est vrai. La puissance militaire, ça reste les Américains. Mais en termes de PIB, l'Union a en effet, dans le PIB mondial,
a plus que les États-Unis. Donc il faut aussi pas non plus être trop pessimiste et trop morose. Voilà. Alors sur David Cameron, alors c'est comme seuls les Anglais peuvent l'être, c'est-à-dire que, bien entendu, il veut une défense, parce qu'il est un acteur de défense. Il ne veut pas de défense européenne intégrée, ça c'est bien d'accord, mais alors tout ce qui pourrait être une coopération industrielle ou une coopération avec les Français, etc., pas de problème. Hein. Donc il joue sur les mots, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de défense européenne, c'est qu'en effet, je ne vois pas, en effet, la défense européenne. Par contre, la défense de l'Europe va exister, mais elle va être complètement différente d'une armée ou de quelque chose qu'on voit dans la défense nationale. C'est pour ça que... Et la défense de l'Europe va se construire. Alors, avec des industries. Et moi, je souhaite en effet qu'il y ait plus pour la coopération industrielle, beaucoup plus, hein, parce que c'est dommage de voir qu'il y a de la concurrence ou des choses qui ne sont pas faites en Europe sur ces sujets-là. Et puis, sur ceux qui veulent y aller, eh ben, il y a maintenant des coopérations renforcées. C'était quelque chose qui n'existait pas avant, que le traité de Lisbonne a introduit. Donc, s'il y en a qui veulent y aller, eh ben, qu'ils y aillent. Mais ceux qui ne veulent pas y aller, et vous verrez qu'un jour, David Cameron, sur ces questions-là, sera dedans. Vous pensez qu'il va évoluer, David Cameron, sur ces questions? Le Royaume-Uni, bien évidemment, pas David Cameron lui-même. Ouais. Tout peut évoluer. Ce qui est certain, c'est que l'UE est une puissance commerciale, oui, c'est vrai, mais systématiquement déficitaire dans ses échanges avec la zone extra-communautaire. Donc on a des points forts et des points faibles, et sous l'angle démographique, vous en conviendrez, on est en difficulté. Excepté en France. On est un des rares continents à perdre de la population selon les Donc, démographes. Si on se projette loin, vocation finalement à être une puissance militaire. Non, d'emblée, un mot sur cette question-là. Dans un sens, on ne peut pas le reprocher à l'Union européenne, puisque l'Union européenne a été construite pour construire la paix au terme de 2 guerres mondiales, et que dans son code génétique, l'Union européenne a tout sauf la quête de puissance. Et dans un sens, c'est positif, puisque nous sommes en paix depuis 1945. Et néanmoins, il y a une contradiction, puisque le monde, lui, continue à être dangereux, semble-t-il. Alors c'est donc ce sommet européen donc consacré à la défense, hein, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut en attendre rapidement Le moindre petit pas en avant sera toujours essentiel. Je rappelle toujours, Robert Schuman, qui est un des pères fondateurs de l'Union, disait on ne va pas construire ça dans une grande construction d'ensemble, mais petit à petit, avec des solidarités de fait. Sur cette question de défense, d'abord, il faut le souligner, c'est une des rares fois où un Conseil européen parle des questions de défense. Ça n'était pas arrivé depuis 5 ans. Donc en effet, ce n'est pas tous les matins que les chefs d'État et de gouvernement s'intéressent à ces questions. Certains y trouveront le verre à moitié vide, comme d'habitude, en pensant qu'on aurait pu aller plus loin, on aurait pu faire plus, etc. Mais il y a sur la table 3 ou 4 dossiers, vous avez parlé des drones, de la cybersécurité, etc. Si on arrive à faire un pas sur ces 4 points, eh bien on aura déjà marqué un pas en avant et ça sera positif. Bien sûr, il ne faudra pas s'en satisfaire, il faudra aller plus loin, mais quand les choses commencent à être pris, on sait qu'on avance toujours. Alors on n'avance pas toujours lentement, oui on avance toujours lentement, pas assez vite, mais on y arrive et c'est un pas positif. Pour conclure, Pierre Verluise, on pourra dire que ce sommet est réussi s'il y a des avancées sur cette question des drones, du ravitaillement en vol ou de la surveillance maritime. Ce sont les premiers pas. Effectivement, il faut continuer au-delà. J'insiste, la situation est préoccupante. Bien, merci à tous les 3 d'avoir été nos invités ce soir sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour une rétrospective de l'année 2013. Bonne soirée et à très bientôt sur Public Sénat.